Arnaud Benedetti, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages dont Comment sont morts les politiques. Nous allons revenir ensemble sur le contexte politico-social du pays qui est on ne peut plus tendu depuis plusieurs mois. D'abord, la très clivante réforme des retraites, une montée de la violence et notamment des rixes un peu partout sur le territoire français, le fonds Chiappa décrit comme un coup politique par le Sénat jeudi dernier, la mort de Naël, et enfin, la cagnotte. Les trois vers, le podcast. 11. C'est le nombre de fois où la première ministre Elisabeth Borne a fait usage de l'article 49.3 en seulement un peu plus d'une année d'exercice. Pourtant, son parti Renaissance est celui de la majorité. Est-ce un aveu d'échec? Sommes-nous dans une crise démocratique sans précédent? Arnaud Benedetti. Le problème aujourd'hui que rencontre l'exécutif, c'est un problème évidemment avec plusieurs facteurs qui expliquent la situation. Premier facteur, c'est un facteur que je qualifierais d'institutionnel, lié au résultat des élections législatives de juin 2022 et aussi de l'élection présidentielle d'avril 2022. Les Français n'ont pas donné de majorité absolue, et ils ont donné une majorité très relative à Emmanuel Macron, qui a interprété ce résultat électoral, ce double résultat électoral, à partir principalement du résultat électoral de l'élection présidentielle, considérant qu'il avait reçu un mandat du peuple français pour décliner une certaine politique. Il y a un malentendu, qui est un malentendu, j'allais dire, originel depuis le début de ce mandat, lié à cette interprétation et à cette lecture des résultats électoraux de l'année 2022. La réalité, c'est que en ne donnant pas une majorité absolue, en donnant une majorité extrêmement relative, la majorité la plus relative qu'un gouvernement ait pu avoir depuis le début de la Ve République, le corps électoral a de fait envoyé un message au président de la République en finalement l'enjoignant de devoir négocier avec le contre-pouvoir de l'Assemblée nationale. Et de fait, là aussi, clairement, l'exécutif sur ce dossier particulièrement clivant, comme vous l'avez justement dit, des retraites, on a finalement une situation qui, sur le plan social et politique, a fait apparaître d'une certaine manière ce hiatus entre l'interprétation du président de la République et le résultat d'un corps politique qui, à travers l'Assemblée nationale, a voulu signifier au président de la République que vraisemblablement il n'avait pas les mains libres pour accomplir totalement sa politique. Deuxième élément, c'est que la France est un pays qui, depuis maintenant de nombreuses années, vit une crise de politique. Il vit une crise de politique qui est essentiellement liée à la perte de confiance que les Français ont dans leurs dirigeants politiques, quelles que soient d'ailleurs les majorités, quelles que soient les offres politiques, très souvent, considérant que finalement, les dirigeants ne mènent plus des politiques dont le peuple français est souverain. Et la société, dans sa majorité, considère qu'il y a d'abord une inefficacité des politiques publiques, une inefficience de ces politiques publiques, mais qu'en outre, ces politiques publiques sont dictées par des agendas qui sont des agendas qui ne sont pas ceux de la souveraineté nationale. D'où finalement à la fois cette crise de défiance vis-à-vis des dirigeants et aussi cette montée en puissance à la fois de l'abstention lors des élections. Je rappelle que l'élection législative de 2022 est l'élection qui historiquement aura connu le plus faible taux de participation
sous la Ve République et depuis que des élections législatives existent dans ce pays. Une défiance qui se manifeste par une abstention, mais aussi une défiance qui est, j'allais dire, objectivée de manière régulière, récurrente, par tout un ensemble de baromètres qui montrent depuis des années qu'il y a une perte de confiance dans le politique. Finalement, Emmanuel Macron est confronté à une situation dont il n'est que partiellement responsable et dont il est d'abord le produit. Et il se retrouve aujourd'hui dans un contexte où se cristallise de manière de plus en plus forte cette crise du politique. Ceci expliquant en effet la très longue mobilisation sociale que nous avons connue. Avec un troisième élément qui est lié à la façon quand même, et là il y a une responsabilité du pouvoir politique, à la façon dont la crise des retraites a été gérée. Si vous voulez, ce qui s'est finalement diffracté dans l'opinion, c'est que on n'avait pas voulu négocier fondamentalement jusqu'au bout avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats. D'ailleurs, un des syndicats les plus réformistes, comme la CFDT, a considéré de fait que cette réforme était imposée de manière unilatérale. Donc on a coupé la route de la démocratie sociale. On a quand même contraint fortement le débat parlementaire en utilisant tous les instruments du parlementarisme rationalisé. Donc on a là aussi, d'une certaine façon, coupé la route de la démocratie parlementaire. Et in fine, on n'a pas utilisé l'un des instruments que le général de Gaulle avait imaginé lorsqu'il a fondé nos institutions de la Ve République, qui est celui de la démocratie directe avec l'usage d'un référendum. Donc c'est dessiné cette idée que toutes les voies démocratiques avaient été coupées pour imposer au forceps une réforme que plus de 70% des Français refusaient. Vous avez dit qu'il y avait eu une mauvaise interprétation des résultats des dernières élections par Emmanuel Macron. Qu'aurait-il fallu faire? Est-ce qu'il aurait dû démissionner, refuser quand même cette élection qui, tant bien que mal, reste une élection? Il a été élu démocratiquement. Euh, c'est ça la démocratie? Personne ne met en cause la légitimité politique et électorale de l'élection d'Emmanuel Macron. Sauf qu'à partir des résultats des élections législatives, Emmanuel Macron n'a pas tiré les enseignements, ou n'a pas voulu tirer les enseignements de ces résultats. Il y avait la possibilité éventuellement d'essayer d'ouvrir plus largement sa majorité, ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il n'a peut-être pas pu faire parce qu'un certain nombre d'oppositions ne souhaitaient pas, vraisemblablement je pense aux Républicains, s'associer à la majorité issue des élections présidentielles qu'incarne Emmanuel Macron. Mais il aurait pu vraisemblablement essayer, au moins sur le plan, puisqu'on parle de ce dossier des retraites, être plus à l'écoute des corps intermédiaires. On sait très bien qu'Emmanuel Macron a une pratique du pouvoir qui a du mal à intégrer dans son logiciel la négociation avec les corps intermédiaires, pas seulement les syndicats, mais également, par exemple, les élus de terrain, les élus locaux qui très souvent se sont plaints de la volonté recentralisatrice du macronisme. Et il aurait fallu surtout donner plus de respiration à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui a un gros avantage par rapport à un certain nombre d'assemblées nationales qui ont été élues depuis de nombreuses législatures, c'est que c'est une Assemblée nationale qui ressemble à la réalité politique du pays, aux rapports de force qui sont internes au pays. Donc c'est une Assemblée nationale qui, d'une certaine manière, malgré la faible participation électorale dont elle est issue, est une Assemblée nationale qui, du point de vue des forces politiques, est assez représentative. Et clairement, alors que, in fine, encore une fois, le résultat des élections législatives de 2022 exprimait une demande de reparlementarisation
du régime. La réponse qu'a apportée à cette demande de reparlementarisation du régime Emmanuel Macron, c'est une hyper-présidentialisation qui fait comme si cette Assemblée nationale ne portait pas un message politique qui avait été envoyé par les électeurs en juin 2022. Donc il aurait fallu vraisemblablement être beaucoup plus ouvert à la discussion parlementaire, essayer de moins utiliser l'article 49.3 et donner plus de respiration au cœur battant de la démocratie que constitue l'Assemblée nationale. Dans un édito publié le 30 juin dernier pour la revue politique et parlementaire, vous avez écrit: tout ce qui concourt au maintien de la République doit d'abord concourir à la nécessaire sauvegarde de la paix civile et du contrat social. Ni l'acte d'un policier, ni le refus d'obtempérer, et encore moins les instrumentalisations militantes d'une partie de la gauche qui a perdu la boussole du républicanisme. Que voulez-vous dire par instrumentalisation et perte de boussole du républicanisme? Par ailleurs, qu'est-ce que le républicanisme? La République, c'est d'abord le respect d'un certain nombre de règles, c'est le respect d'une culture politique commune, nonobstant nos oppositions et nos divergences. Et la République, c'est aussi une morale civique à laquelle on décide d'adhérer ou de ne pas adhérer. Quand je dis qu'une partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, a perdu sa boussole républicaine, je rappelle que la gauche républicaine qui a construit la République sous la Troisième République l'a construite autour d'un certain nombre de valeurs, notamment la transmission d'abord d'une morale civique, d'une fabrique de la citoyenneté, qui finalement accordait une égalité ou des droits qui étaient des droits universels, sous réserve que, bien évidemment, on adhère à ce pacte républicain. Ce que l'on appelle aujourd'hui de manière très galvaudée, c'est une expression d'Ernest Renan dans le discours sur la nation, le vivre ensemble. Clairement, on voit que depuis un certain nombre d'années, nous avons malgré tout laissé tomber en déshérence ce pacte républicain, et qu'il y a une gauche qui est la gauche radicale, qui est la gauche qu'exprime par exemple LFI, voire une partie des Verts, qui considère que chaque fois que l'on souhaite restaurer ce pacte républicain, on serait de dangereux extrémistes ou de dangereux réactionnaires. Moi, je pense que ces gens, aujourd'hui, ont laissé tomber ce qui constituait le message originel d'une gauche qui était républicaine, qui était patriotique et qui était civique. Et qu'ils sont rentrés dans une autre conception de notre vie républicaine, qui est une conception qui va, plutôt qu'essayer de comprendre comment on peut justement permettre de réadhérer au pacte républicain, une conception qui va jouer sur les fractures de la société, qui va jouer sur les divisions, qui va essayer, au moindre événement, de les instrumentaliser. Si vous voulez, il n'est pas concevable qu'un député de la République, au moment des émeutes, je ne le citerai pas, n'appelle pas au calme. Quoi qu'on pense, évidemment, tout le monde condamne, je veux dire, ce geste du policier qui a abattu un jeune homme. Mais il n'en demeure pas moins que, si vous voulez, ça ne peut pas légitimer dans une démocratie, dans une république, ce qui s'est passé pendant 4 ou 5 jours. D'autant plus que, je le rappelle quand même, le policier a été incarcéré, qu'il est sous le coup d'une instruction judiciaire et qu'il sera jugé. Donc, nous sommes, si vous voulez, dans un contexte où il y a une perte de repères généralisée, hein, une perte de repères du côté du respect de l'autorité, une perte de repères du côté du respect du pacte
encore une fois, républicain, et que, en l'occurrence, nous sommes dans une situation où nous avons parfois le sentiment d'assister à une lente dérive. Cette cagnotte d'1,5 million d'euros dont l'instigateur est le polémiste Jean Messia est-elle justement un acte républicain? Ou n'est-elle pas aussi un objet de division sociale, de séparatisme, voire de provocation envers la famille en deuil? Il s'agit bien évidemment d'une volonté de provoquer. Euh, il s'agit évidemment aussi d'une instrumentalisation, de la même manière que l'extrême gauche ou la gauche issue de LFI instrumentalise ces événements. Ça dit quand même quelque chose sur l'état de la société, c'est-à-dire que l'on ne peut plus finalement tenir un discours qui soit un discours qui soit un discours modéré, donc une grande difficulté à pouvoir mesurer finalement à la fois ses propos et ses actes. Mais au-delà de cela, ça dit aussi quelque chose sur le rapport de la société française à la police. Parce que quand même, au-delà de ce que nous avons vu ces derniers jours, la réalité, c'est que, contrairement à ce que peut penser la France insoumise, c'est que la police est globalement soutenue par l'opinion publique. Les derniers sondages l'ont démontré avec force. Plus de 70% des Français, y compris d'ailleurs dans les quartiers qui ont été l'objet des émeutes, parce que les premiers à souffrir des émeutes sont quand même les habitants de ces quartiers, il faut quand même le rappeler toujours, soutiennent la police. Donc cette réalité est une réalité qui, je crois, est prise en compte, en effet, aujourd'hui par l'exécutif, qui, dans une situation extrêmement compliquée, a, disons, cheminé sur une ligne de crête entre volonté d'apaisement et réponse à une demande de fermeté et d'autorité. Mais cette cagnotte, ce qui est frappant aussi, c'est que elle a obtenu des gains importants. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont considéré que finalement, ce policier était aujourd'hui, d'une certaine façon, la victime, entre guillemets, hein, d'une forme d'injustice. Donc ça dit ça aussi, voilà, sur l'état de la société française. Oui, finalement, cet élan de générosité, hein, on peut dire ça comme ça, envers la famille du policier, le place lui en victime, et finalement, le jeune homme décédé, qui a reçu une somme bien moins conséquente, presque en coupable. Mais au-delà de dire qui a raison ou qui a tort, cette cagnotte n'est-elle pas un message politique et citoyen? Les Français qui y ont participé revendiquent une forme de militantisme, hein, à travers elle. Pas plus tard que ce lundi, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme a publié un rapport dénonçant un usage disproportionné et non nécessaire des armes de maintien de l'ordre par les gendarmes, notamment, lors de la manifestation de ce qu'on appelle les méga-bassines, contre les méga-bassines, à Sainte-Soline. Est-ce courageux de soutenir les forces de l'ordre lorsque l'opinion publique, c'est ce que les participants disent, hein, et les médias semblent les pointer du doigt? Mais vous venez de le dire, l'opinion publique semble favorable justement aux policiers. Ah, cette opinion publique n'est-elle pas justement matérialisée par cette cagnotte d'1,5 million? Je ne suis pas sûr que, si vous voulez, tous les segments de l'opinion publique qui soutiennent à ce stade la police soient favorables à la mise en place d'une cagnotte de ce type. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la société française est tellement fracturée que le quotidien est tellement l'expression, dans un certain nombre de nos territoires, de cette fracture qui prend parfois des formes violentes, comme celle que l'on a connue lors des émeutes, qu'il y a aujourd'hui une demande très forte d'autorité et de fermeté qui s'exprime. En d'autres termes, la société française, j'allais dire, dans les tréfonds de ce qu'elle est, malgré ce que l'on peut entendre médiatiquement, est une société qui refuse la voie de l'américanisation. C'est une société qui considère que, malgré tout, pour vivre ensemble,
il faut se mettre d'accord sur des principes qui sont des principes universels, qui sont notamment les principes de l'assimilation, entre autres. Et que le modèle américain, le modèle anglo-saxon, que d'aucuns veulent finalement promouvoir sans le dire, à commencer par d'ailleurs Emmanuel Macron en son temps. Je rappelle que Emmanuel Macron a évolué sur cette question. La campagne présidentielle qu'il fait en 2017 est une campagne qui n'est pas sans vanter d'une certaine manière une vision assez anglo-saxonne de la société française. Et face à l'expression d'une forme de réalité, et puis le fait qu'il soit aussi obligé de compter avec l'aile droite de sa majorité, tout cela va faire qu'il va évoluer politiquement. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on regarde les études d'opinion dans leur granularité, on constate qu'il y a une volonté de restauration d'une conception de la société française qui est plus conforme à la façon dont elle a été bâtie, plutôt qu'à des modèles qui seraient des modèles importés d'autres cultures politiques. Et ça, c'est aujourd'hui une réalité qui s'impose et qui explique évidemment ce sentiment parfois de droitisation dont on parle. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une droitisation. C'est qu'aujourd'hui, on considère que des modèles qui parfois étaient même issus de la gauche sont des modèles devenus de droite. Donc je crois qu'il faut être très prudent dans l'usage, si vous voulez, des catégories politiques. Alors évidemment, les catégories politiques, à mesure que l'histoire avance, elles évoluent. Mais il ne faut pas, je pense, considérer qu'il y a une droitisation de la société française, tout simplement parce qu'un certain nombre d'acteurs en appelleraient au respect de principes qui sont des principes fondateurs de la culture politique française et de l'esprit républicain. Bon, encore une fois, considérer que défendre le principe de laïcité, que défendre le principe d'assimilation, que défendre la souveraineté également populaire, ce ne sont pas des catégories historiquement de droite. Ce sont des catégories, faut-il le rappeler, qui ont été forgées par la gauche, dans la souveraineté populaire, dans la laïcité, que le principe d'assimilation. Ce sont encore une fois des concepts qui sont nés à gauche. Alors aujourd'hui, considérer que ces concepts seraient des concepts de droite, voire parfois même d'extrême droite, ça en dit long sur quand même la perception qu'une certaine gauche a de sa propre histoire. Donc là, il y a un vrai peut-être sujet qui mériterait réflexion. On a demandé aux Français leur avis sur la cagnotte dédiée aux policiers mis en cause et beaucoup ont répondu que le jeune homme était un délinquant, alors que le policier, lui, irréprochable. Ce 1,5 million d'euros signifie-t-il que pour une majorité de Français, le respect de l'autorité, vous en avez parlé un petit peu, surpasse le respect de la vie humaine? Est-ce là le message? Je crois que la majeure partie de l'opinion publique française n'approuve pas le geste du policier. Mais il s'agit de recontextualiser, toujours. En aucune manière, ce qu'a pu faire ce jeune homme légitime, bien évidemment, l'acte du policier. Mais il en demeure pas moins que lui-même a commis une infraction, c'est le moins qu'on puisse dire. Refus d'obtempérer, c'est un délit. Encore une fois, ça ne justifie pas du tout le fait qu'il ait été abattu dans sa voiture. Mais on ne peut pas, si vous voulez, détacher totalement les événements les uns des autres. À un moment donné, ce n'est pas un policier qui a tiré sur un jeune, comme cela. Il y a eu un enchaînement de faits qui ont amené à un moment donné ce policier à commettre cet acte irréparable et évidemment condamnable. Mais on est obligé d'en tenir compte, forcément. Et j'imagine que de toute façon, lorsqu'il y aura le procès, les juges en tiendront compte d'une certaine manière. Donc, à partir de là, si vous voulez, il y a certes le respect de la vie humaine, mais il y a aussi le respect de la vie collective. Parce qu'on ne va pas pouvoir respecter la vie des individus si, d'une certaine manière, il n'y a pas un respect de la vie collective. La vie collective conditionne le respect de la vie humaine.
Parce qu'un délinquant ne respecte pas forcément la vie humaine. Un délinquant qui roule à 90 ou à 100 à l'heure en ville met en danger ses semblables, des enfants, des vieilles personnes. Donc, il faut, je pense, à chaque fois que l'on réfléchit à la teneur de cet événement, d'éviter d'avoir, j'allais dire, une analyse qui soit une analyse qui ne tienne compte que d'un des éléments de l'enchaînement des événements. Il faut prendre l'événement dans sa totalité pour réussir à le penser et éviter évidemment les interprétations qui sont les interprétations manichéennes, qui sont très souvent d'ailleurs, faut-il le rappeler, portées par la lecture médiatique ou par le temps médiatique plutôt que la lecture médiatique. Il faut penser l'événement dans l'enchaînement de ces séquences, dans ce qu'il dit de la société française et également dans ce qu'il nous révèle du comportement à la fois d'un certain nombre de policiers, mais aussi d'un certain nombre de jeunes délinquants qui n'hésitent plus à prendre des risques et à se mettre eux-mêmes en danger pour, quand même, faut-il le rappeler, pouvoir poursuivre leur commerce. Parce que c'est quand même ça aussi derrière. Vous avez également écrit: tout est lié de la conception que l'on se fait de la nation à la paix civile, et c'est de la première que découle la seconde. Quelle idée doit-on se faire de la nation? Dans une interview au Figaro, vous avez dit: nous devons refabriquer les citoyens et les Français. Pourquoi la citoyenneté a besoin d'être fabriquée? Comment est-ce qu'on fabrique des citoyens, des Français? D'abord, il faut bien comprendre que la société française, dans sa profondeur historique, dans son histoire longue, bien avant la République, est une société qui s'est construite, à la différence par exemple de la société italienne ou de la société allemande, dont l'agrégation se fait par la culture ou l'économique. L'agrégation en France, elle se fait par le politique. Et le politique, c'est quoi en France? C'est l'État, fondamentalement. Vous savez, à la veille de la Révolution, parlant de la veille de la Révolution française, Mirabeau écrit ou dit, prononce un discours où il dit: la France est un agrégat de peuples désunis. Donc ce qui va à un moment donné les réunir, c'est cette unité centrale que constitue l'État, qui a commencé avec les rois, qui va se poursuivre avec la Révolution, et l'État à la fois de la Révolution, puis l'Empire, puis ensuite les différents régimes que l'on a connus sous le 19e siècle, avec ensuite l'émergence de la Troisième République. Mais ça, c'est absolument essentiel. Et pour bien comprendre encore une fois cette société, c'est que l'État précède la nation. C'est l'État qui crée la société. Créant la société, il crée la citoyenneté. Et donc, on fabrique des citoyens. On fabrique des gens qui vont considérer qu'à un moment donné, malgré leurs différences, ils se ressemblent. Donc d'abord, si vous voulez, la différence reste, j'allais dire, du registre, du personnel, du privé. Nous sommes tous différents les uns des autres avec nos histoires respectives. Mais nous avons quelque chose qui nous rassemble parce que, au principe de ce rassemblement, il y a un devoir que l'État républicain nous enjoint de suivre, c'est le devoir de ressemblance. Donc, on fabrique de la citoyenneté par la nécessité, à un moment donné, de répondre à ce devoir de ressemblance. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui nous transcende dans nos différences et qui fait que nous allons nous réunir et nous allons nous rassembler. C'est comme ça qu'on a fabriqué de la citoyenneté en France. C'est ce qu'on appelait l'assimilation. Et donc, le modèle assimilationniste a été progressivement abandonné, pour aller très vite, à partir de la fin des années 70 et des années 80, au profit d'un modèle qui, finalement, était assez plutôt anglo-saxon, qui sursoulignait le droit à la différence. Donc, à partir du moment où vous considérez que le droit à la différence est supérieur au devoir de ressemblance pour fabriquer de la citoyenneté, vous créez les conditions de ce que Jérôme Fourquet appelle, avec une formule qui là aussi est un peu galvaudée aujourd'hui, l'archipélisation de la société française. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a aussi, si vous voulez, la nécessité pour faire adhérer à un moment donné à un modèle qui est un modèle d'organisation collective comme celui de la République, l'exigence de faire aimer le pays.
de faire aimer la France, de faire aimer la société tout simplement dans laquelle on vit. Et force est de constater que là aussi, depuis plusieurs décennies, ce fameux roman national que la Troisième République avait créé, Troisième République qui était issue de la Révolution, mais qui assumait l'histoire de France dans sa totalité, avec parfois en effet ses raccourcis, avec parfois, si vous voulez, ses oublis, mais néanmoins qui assumait le fait que la France, de fait, avait été créée par les rois, par exemple, que la France était un pays qui, progressivement, bien avant la Révolution et bien avant les lois sur la laïcité, avait finalement créé un espace politique qui se distinguait de l'espace religieux, avec les rois de France, notamment. Déjà, la Troisième République, tout en étant la fille de la Révolution française, assumait toute cette histoire dans la profondeur. Et vous savez, c'est quasiment anthropologique. Les peuples ont besoin de récits. Les peuples ont besoin, à un moment donné, de mythologie pour pouvoir s'agréger. À partir du moment où on abandonne un récit qui est un récit fondateur, on crée les conditions, finalement, d'une consommation, j'allais dire, tout à fait individuelle du vivre ensemble. En fait, je vais vivre ensemble, on va essayer de vivre ensemble, mais in fine, on ne va pas vraiment vivre ensemble, puisque je vais d'abord privilégier mes différences sur nos ressemblances. Je crois qu'il y a eu un abandon, en effet, progressif de l'universalisme républicain, qui explique aussi le fait qu'on a de plus en plus de mal à fabriquer de la citoyenneté. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout. C'est pas seulement vrai pour les populations qui sont arrivées récemment en France, c'est vrai aussi pour nombre de Français qui sont, de par leur famille, depuis très longtemps en France. Donc on a besoin aujourd'hui de retrouver ce que l'on appelle un récit commun, qui soit un récit positif, qui soit un récit qui arrête de regarder aussi l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui, ce qui n'a strictement aucun sens, si vous voulez. Évidemment, on a des sensibilités qui ont évolué, des sensibilités collectives, qui arrêtent de passer, j'allais dire, au tamis du tribunal de notre époque, l'histoire passée, parce que, si vous voulez, ça n'a aucun sens que de vouloir en permanence moraliser le passé. Il faut expliquer le passé, essayer de le comprendre, et finalement considérer qu'il fait partie d'un tout qui nous a amené aussi parfois à un processus d'amélioration collective. Gérald Darmanin a déclaré: quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, 60% des policiers avaient leur tir administratif. C'est leur administration qui est responsable. Fin de citation. Comment expliquer que l'administration puisse mettre en activité des fonctionnaires non formés, selon leur ministre, pour beaucoup des enfants, selon ses propres dires aussi, avec des armes à la main? Je n'ai aucune capacité à apprécier les chiffres qui ont été communiqués par le ministre de l'Intérieur. J'ai tendance parfois à prendre avec précaution les chiffres qui peuvent être parfois comme ça lancés dans le cadre d'une audition. Mais quand bien même cette réalité s'imposerait, la réalité, ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que ce qui arrive à la police, c'est ce qui arrive à d'autres corps administratifs. C'est-à-dire qu'on a un déclassement du service public en France. On a des difficultés à recruter des enseignants. C'est-à-dire qu'on prend des enseignants qui ne sont plus formés, pour certains d'entre eux, qui n'ont même pas les fondamentaux. On va les recruter en moins de 24 heures et on va les confronter à des salles de classe. Donc ce qui existe pour la police, aujourd'hui, existe pour les enseignants. Donc on a une sorte de, si vous voulez, de prolétarisation d'un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions publiques, qui sont liées à un appauvrissement de l'État, vraisemblablement, dans sa capacité à recruter, dans sa capacité à maintenir un certain nombre de services publics. Et les besoins étant tels aujourd'hui, en termes d'éducation ou en termes de sécurité, que l'État n'arrive plus à y pourvoir autrement que, en effet, par des méthodes de recrutement qui sont des méthodes de recrutement qui ne garantissent pas la formation et la qualité du service rendu.
Si la bataille est avant tout culturelle, comme vous avez pu le dire dans d'autres médias, les notions de communauté nationale et de vivre ensemble, peut-on encore y croire? Ou ne serait-ce pas finalement qu'une utopie que de croire qu'une nation aussi diverse qu'est la France aujourd'hui puisse faire communauté? 18 ans après les émeutes provoquées par la mort des jeunes Zied Benna et Bouna Traoré, la France fait à nouveau face au même type d'événement. Cette France est-elle réconciliable? Alors, il y a une différence entre 2005 et 2023. Première différence, moi j'ai été assez frappé quand même du profil parfois très jeune des émeutiers. En 2023, ils sont encore plus jeunes, pour certains d'entre eux. Vous en avez un tiers qui ont entre 11 et 14 ans. Un tiers, c'est pas négligeable. Deuxièmement, j'ai été frappé également par l'intensité des affrontements. C'est-à-dire que, clairement, par rapport à 2005, la séquence a duré moins longtemps, mais elle a été plus ramassée dans le temps et beaucoup plus violente. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, en termes de comparaison chiffrée, en 2005, vous aviez à peu près entre 280 et 300 membres des forces de l'ordre qui avaient été blessés. On est à plus de 800 sur 5 jours, alors qu'en 2005, c'était 5 semaines. Donc ça dit quelque chose sur la violence des engagements. Troisième élément, une différence qui est une différence de taille, là aussi par rapport à 2005, c'est que 2005, on n'était pas encore dans l'ère véritablement des réseaux sociaux. Et que cette fois-ci, on a vu que les réseaux sociaux ont vraisemblablement ossifié la séquence émeutière par des phénomènes parfois de mimétisme et de surenchère. Donc, par rapport à 2005, vous avez justement rappelé que c'était il y a 18 ans, la situation s'est aggravée. Elle s'est aggravée du fait de la jeunesse, du fait de la violence, et du fait, alors moi je suis très prudent parce que je ne considère pas que les réseaux sociaux sont la matrice, loin de là, de tous nos problèmes, comme d'aucuns parfois voudraient bien l'interpréter, parce que c'est un peu facile, mais en effet, les réseaux sociaux, là pour le coup, concourent parfois à une hystérisation des rapports sociaux. Donc là, il y a une grande différence. Ensuite, la question que vous posez, est-ce qu'on peut réconcilier cette société? Ça sera un travail de très longue haleine, mais qui passera, si vous voulez, d'abord, non pas uniquement par des politiques publiques qui permettent en effet de, de combattre les inégalités, il le faut, mais aussi si ces politiques publiques n'auront une réelle efficacité que si elles sont, j'allais dire, euh, adossées à ce que moi j'appelle une politique de civilisation, c'est-à-dire euh, la capacité que nous avons à refondre, ou restaurer plutôt d'ailleurs que refondre, un logiciel républicain qui permette l'adhésion à la société française. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mener des politiques publiques si vous n'avez pas derrière, à côté, en renfort, et même j'allais dire presque en levier, euh, un, un- un discours politique, une conception de la République qui est clairement, explicitement réaffirmée. Oui, il faut l'assimilation, oui, il faut l'égalité, le contrat c'est en effet l'égalité, mais la contrepartie c'est l'assimilation. C'est absolument essentiel. À partir du moment où on considère que quand même fondamentalement aujourd'hui ce n'est pas le principe d'assimilation qui l'emporte, mais c'est un principe de différenciation dans l'espace public, à partir de là, et ça c'est j'allais dire une tendance qui a été largement mise en avant depuis 30 à 40 ans, en effet ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Mais ça passera quoi? Ça passera par quoi? Ça passera essentiellement par l'éducation nationale. Il y a le rôle des parents. Mais le rôle des parents, c'est apprendre le respect, c'est apprendre en effet une forme d'obéissance, c'est apprendre la politesse, c'est euh, apprendre aux enfants en effet que quand un policier à un moment donné vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez, que quand un professeur vous demande de vous lever, vous vous levez. C'est des principes aussi basiques que cela. Voilà, c'est tout. Et ils peuvent s'imposer à tout le monde, quelles que soient nos différences. Arnaud Benedetti, merci d'avoir accepté cet échange. Auditeurs, auditrices, merci de l'avoir écouté. À bientôt.